Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le pouvoir d'achat. Est-il possible de gagner en pouvoir d'achat en changeant d'outil monétaire? Pour cette démonstration, je vais utiliser les graphiques, mais rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'être un professionnel de l'analyse technique pour comprendre ce dont on va parler. Déjà, le pouvoir d'achat, c'est tout simplement le pouvoir de conversion de votre outil monétaire, les euros probablement pour la majeure partie d'entre vous, les dollars, livres sterling, etc. Donc la conversion de nos outils monétaires en biens ou en services. Pour comparer ce qui est comparable et utiliser les graphiques, oui, c'est quand même pour ça que je me suis préparé, on va utiliser l'index du Nasdaq. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des actions, donc c'est des titres de propriété. On va la ranger dans la catégorie des biens, c'est biens ou services, c'est des biens, donc c'est des titres de propriété des 100 plus belles entreprises américaines et surtout qui concernent le domaine des nouvelles technologies. Cette courbe exprime donc la valeur en dollars de cet indice. J'ai bien précisé exprimé en dollars, car rappelez-vous que l'une des fonctions de nos monnaies, de nos outils monétaires, est l'unité de compte. C'est comme un thermomètre ou une règle, ça nous sert à mesurer la valeur de biens ou de services que l'on exprime donc grâce à cet outil, grâce à l'outil monétaire. On peut l'exprimer en dollars, en euros pour les devises classiques, mais on pourrait utiliser par exemple l'or. L'or étant le support monétaire physique de référence millénaire. Millénaire, oui, oui, effectivement. Toute l'humanité a confiance dans ce support monétaire, dans cet outil monétaire. Et même si vous ne connaissez pas le prix de votre maison ou de votre appartement, si vous êtes d'heureux propriétaires en or, vous pourriez l'exprimer en or. Si demain l'euro, le dollar, toutes les devises fiat s'effondrent, eh bien peut-être que nous reviendrons au standard or et alors à ce moment-là, vos courses, votre maison, toutes vos dépenses courantes pourraient être à nouveau exprimées en or. Revenons donc sur nos graphiques, il y a déjà des dates assez importantes. Tout d'abord, vous voyez ici ce top, début janvier 2000, ça a été donc l'explosion de la bulle d'Internet. À l'époque, les nouvelles technologies, c'était surtout les entreprises qui nous promettaient la révolution Internet que nous avons eue, mais le marché a toujours un peu d'avance. Donc explosion de cette bulle, et vous voyez qu'il a fallu quand même attendre 16 ans, plus de 16 ans, pour que, en dollars, la valeur exprimée de cet indice soit supérieure à ce qu'il avait connu dans les années 2000. J'ai mis une autre date clé qui va nous servir pour la suite de la démonstration. C'est 1er octobre 2009, c'est en gros le début de l'index du Bitcoin, c'est là qu'il a commencé à être coté. Même si le réseau a été lancé plusieurs mois avant, c'est ici que mon graphique démarre, donc je le fais démarrer au 1er octobre 2009. Deux éléments sont à remarquer ici, vous voyez j'ai mis des progressions en pourcentage, en gros depuis 2000, exprimé en dollars, pour obtenir l'indice du Nasdaq, et donc peu importe qu'il ait évolué, on prend ça comme un objet, comme un bien. Donc l'indice du Nasdaq, en dollars, pour l'obtenir, il faut entre 4 et 5 fois plus de dollars actuellement que lors des années 2000. Si l'on compare par rapport à l'arrivée, à la naissance de Bitcoin, il faut entre 11 et 12 fois plus de dollars pour toujours pareil obtenir une unité, on va dire, d'indice Nasdaq. Juste avant de passer au graphique du Nasdaq exprimé en or, donc si on change d'outil monétaire et si l'unité de compte n'était plus le dollar, mais l'once d'or. Je vais rapidement vous rappeler le graphique du Bitcoin exprimé en dollars. Voilà, je vous remontre la date, le début du graphique débute en octobre 2009, d'où la référence temporelle. Et le graphique de l'or, toujours exprimé en dollars, alors celui-ci il est évidemment beaucoup plus ancien. Ici on est dans les années 70 avec en 1971 la fin du standard or, enfin la fin officielle, car elle avait déjà pris 2-3 coups de canif avant. J'ai remis la date au début janvier 2000, l'apparition de Bitcoin, et vous voyez que pour acheter de l'or, en utilisant notre monnaie dollar, par rapport à 2000, il faut 10 fois plus de dollars pour acheter une même once d'or. Je sais que les amoureux de l'or ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais ça reste un caillou jaune inoxydable. Alors c'est très joli en bijoux, c'est un peu utilisé dans l'industrie, mais plus de 90% de toute la masse monétaire de l'or est utilisée pour son aspect monétaire, justement pour le côté outil monétaire. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez bien que ce n'est pas l'or qui a pris en valeur, mais l'unité de compte dollar, justement, le dollar qui a perdu en pouvoir d'achat. Et donc l'or est une assurance, est un magnifique reflet sur les décennies de l'évolution de la masse monétaire. Et donc l'or est une très bonne assurance contre l'augmentation de la masse monétaire de nos monnaies fiat, de la dévaluation, la perte de pouvoir d'achat de nos monnaies fiat. Et par rapport à la naissance de Bitcoin, vous voyez qu'en dollars, il faut 2 fois et demi plus de dollars pour acheter une même once d'or par rapport à la naissance de Bitcoin. Ça nous servira pour plus tard. Maintenant, si nous analysions le Nasdaq coté en or, désormais l'unité de compte n'est plus le dollar, ce n'est plus nos devises fiat, c'est l'or. On retrouve ici la date, notre top des années 2000. Vous voyez qu'en or, pour l'instant, les 100 plus belles entreprises américaines au niveau technologique n'ont toujours pas fait de plus haut. Nous sommes toujours, vous le voyez ici, en or, à plus de moins 50% de la valeur maximum que l'humanité ait donnée en or par rapport à ces 100 entreprises technologiques. Cependant, depuis la naissance de Bitcoin, cet indice a progressé et il faut, par rapport aux années 2009, augmenter sa quantité d'or de plus de 4
pour acheter la même chose, encore une fois, une unité de Nasdaq. Par exemple, donc en octobre 2009, il fallait 1,70 once d'or pour acheter une unité de Nasdaq. Aujourd'hui, il en faut 7,78 pour acheter toujours pareil une unité de Nasdaq. Vous voyez déjà que si vous aviez été en or, donc ici à gauche le graphique du Nasdaq exprimé en or, à droite le graphique du Nasdaq exprimé en dollars. Si vous étiez en or, que l'on parte des années 2000 ou que l'on parte de la naissance du Bitcoin, il vous faudrait moins d'or en valeur absolue que la quantité de dollars nécessaire pour acheter une même unité de Nasdaq. L'or a donc mieux protégé votre pouvoir d'achat, le fait de pouvoir convertir l'outil monétaire en bien, dans cet exemple, que le dollar. Et maintenant, si on utilisait un outil monétaire révolutionnaire, par exemple, le Bitcoin, regardons par rapport au Nasdaq. Voici le graphique du Nasdaq exprimé en Bitcoin. Nous sommes au début en octobre 2009, ici on est aujourd'hui, alors évidemment ça fait bugger le petit indicateur qui me dit moins 100%, non c'est pas moins 100%, mais si en octobre 2009 il fallait près de 3 millions de Bitcoin pour acheter une unité de Nasdaq, aujourd'hui il en faut 0,22. 0,22 unités de Bitcoin pour acheter une unité de Nasdaq. L'outil monétaire Bitcoin, de par le fait qu'il soit nouveau, qu'il s'agit d'une véritable révolution, qu'il soit encore en phase d'adoption, n'a pas seulement protégé le pouvoir d'achat de ceux qui en détenaient, mais il a fait gagner du pouvoir d'achat. Pour obtenir des biens et des services, cela nécessite, avec le temps, de moins en moins d'unités de Bitcoin. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les trois graphiques à côté. En bas, nous avons le Nasdaq, donc le même objet, le Nasdaq exprimé en dollars. En haut à gauche, le Nasdaq exprimé en or. Et à droite, le Nasdaq exprimé en Bitcoin. Est-ce que ça va durer toute la vie? Je n'en sais rien, je ne connais toujours pas le futur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quoi qu'il en soit, il est très probable que sur les années qui viennent, ce phénomène perdure et que le Bitcoin continue de gagner du pouvoir d'achat sur les différents biens et services de par le monde. Son adoption est grandissante, elle est encore en cours, il nous reste encore, je pense, plusieurs décennies avant d'atteindre un statu quo qui peut-être limiterait sa volatilité et ferait cesser ses phases d'expansion exponentielle. Avant de vous quitter, je voulais vous partager ce graphique. C'est le Bitcoin exprimé en or. Oui, on a vu que nos monnaies fiat étaient cassées, donc on l'exprime par la monnaie de référence mondiale, en or. Vous voyez que depuis qu'il est coté, on en revient à notre octobre 2009, il suit un cycle de 4 ans, car pour ceux qui ne connaîtraient pas Bitcoin, il s'agit d'une monnaie qui est programmée, son inflation est programmée, son inflation, donc l'augmentation de sa masse monétaire, est programmée et elle est divisée par 2 tous les 4 ans. C'est une des choses qui explique que tous les 4 ans, nous avons ces cycles d'expansion et de progression du prix en dollars ou en euros, enfin en monnaie fiat. Et donc tous les 4 ans, vous voyez que octobre 2013, octobre 2017, même octobre 2021 ont représenté les sommets de ces différents cycles de 4 ans. Le prochain serait peut-être autour d'octobre 2025, je n'en sais rien. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'actuellement, nous n'avons toujours pas fait de véritable plus haut face à l'or et donc la phase d'expansion n'est pas encore accomplie. Je ne pense pas que le marché haussier, le bull market, soit terminé. C'est un des indicateurs indirects qui me fait penser. Maintenant, comme toujours, je n'en sais rien. Peut-être que finalement, nous allons faire un double top et que Bitcoin va repartir et finalement reperdre du pouvoir d'achat par rapport à l'or. Ça ne me semble pas être le scénario le plus probable. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il reste encore très probablement de beaux jours. Nous avons probablement de belles semaines ou de beaux mois devant nous, même s'il faut absorber la volatilité, absorber les chocs psychologiques intermédiaires de court terme. Car ce que je voulais vous montrer ici, c'est que lorsque l'on se positionne sur une échelle long terme, lorsque l'on regarde en décennies, il y a de très grandes chances que si vous commencez même aujourd'hui à épargner en Bitcoin, donc à choisir un autre outil monétaire, si vous êtes en euros, vous pourriez passer en Bitcoin, vous pourriez passer en or, vous pourriez passer en dollars. Quoi qu'il en soit, je voulais pointer du doigt que vous pouvez choisir aujourd'hui vos outils monétaires. Vous ne pouvez probablement pas choisir l'outil monétaire que vous allez recevoir en échange donc de votre temps et de votre énergie, si vous avez un travail, mais après vos dépenses, ce qu'il vous reste, vous avez le choix de pouvoir le convertir dans ce que vous voulez, et notamment dans les outils monétaires que vous voulez. Concernant les devises classiques, je vous ai remis ici l'euro-dollar face au dollar sur le long terme. Vous voyez que l'euro gagne du pouvoir d'achat sur le très long terme lorsqu'on part des années 70. Et si l'on réutilise nos dates que nous avons utilisées pour cette vidéo, donc au début des années 2000, pour l'instant, les gens qui étaient majoritairement en euros par rapport au dollar sont toujours positifs de 9%. Mais ça, c'est si vous avez commencé à faire travailler une somme en euros dans les années 2000 et que vous n'y avez pas touché. Car malheureusement, depuis la naissance du Bitcoin, je ne vais pas repartir du top de 2008, mais depuis la naissance du Bitcoin, l'euro a perdu plus de 28% de pouvoir d'achat, de force relative par rapport au dollar. Vous savez que je pense qu'on va aller rechercher ces plus bas, qu'on va passer sous la parité. Je pense que c'est le scénario le plus probable. Comme on n'est jamais sûr, je ne vous dis pas de convertir tous vos euros, mais peut-être une partie.
20, 25, 30%, 50%? C'est des questions que vous pouvez vous poser par rapport à votre tolérance au risque afin de vous protéger d'une éventuelle chute de l'euro en sachant que la tendance primaire est haussière. Peut-être que l'euro va regagner du pouvoir d'achat par rapport au dollar et c'est très difficile d'anticiper parce que si par exemple la Fed, donc la Banque centrale américaine, décide d'imprimer massivement des dollars, eh bien leur pouvoir d'achat va mécaniquement diminuer. Si la Banque centrale américaine imprime plus de dollars que la Banque centrale européenne n'imprime d'euros, peut-être que l'euro reprendra de sa force du pouvoir d'achat relativement au dollar. Dans les deux cas, et c'est ce qui risque d'arriver, hein, les banques centrales risquent d'imprimer. Alors après, je ne connais pas la sévérité de l'impression, mais elles risquent d'imprimer et donc tous les biens et les services cotés dans ces devises fiat vont augmenter de façon nominale. Pas forcément en valeur absolue, on l'a vu avec l'or, mais tout va augmenter. Et vous l'avez donc compris, pas nécessairement parce que la valeur sera supérieure, mais parce que l'outil de mesure sera pipé. Choisissez bien votre outil monétaire, n'hésitez pas à claquer le pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite. Ciao.